Bonsoir et bienvenue à Houston. Houston, donc au Texas. Houston n'est pas la capitale du Texas puisque c'est Austin. Houston rassemble près de 6 millions d'habitants entre sa ville et toute l'agglomération autour. C'est la 4e ville des États-Unis après New York, Los Angeles et Chicago. Alors, à mes côtés pour en parler, j'ai Alexandra Genet. Alexandra, vous êtes arrivée en août 2008 sur place avec votre mari et vos 3 enfants. Et vous êtes rentrée il y a 2 ans, c'est ça à peu près, hein? C'est cela. Bonsoir. Alexandre Collat, j'ai Alexandre et Alexandra. Alexandre Collat, vous êtes resté 3 ans sur place, Oui, hein, et vous êtes rentré il y a 6 mois. exactement. Et la différence entre vous deux, c'est que l'un était sous contrat local et votre mari était sous contrat Semi-local. semi-local. Donc on apprendra au fur et à mesure durant l'émission quelle différence ça peut faire. Ça le fait, hein, en termes de coûts et d'avantages. Oui. Voilà. Donc on a également Monsieur Frédéric Bontemps, qui est consul général de France à Houston, qui est sur Messenger. Monsieur le consul, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, monsieur le consul, je vais vous demander, quid de la présence française à Houston? Combien sont-ils? Quel est leur profil? Et est-ce qu'on peut constater une évolution depuis ces dernières années? Bien, écoutez, il y a environ 20 000 Français au Texas. 6 000 d'entre eux vivent à Houston. Ce sont pour partie des résidents de longue date qui sont installés ici et pour partie des expatriés qui sont davantage de passage. Ils ont des profils très variés. Nous avons des gens qui sont employés par des grandes entreprises. Il y a plus de 200 entreprises françaises installées ici au Texas. Il y a également des gens qui travaillent pour des PME. Beaucoup d'ailleurs ont créé leur propre structure. Il y a des gens qui travaillent pour l'université, pour la recherche. Il s'agit majoritairement d'une population d'actifs. Plus de la moitié des Français ici ont entre 25 et 60 ans. Ils ont été attirés par le dynamisme de l'État. Le Texas a créé 40% environ des emplois qui ont été créés aux États-Unis depuis 3 ans. Ils ont été attirés par les opportunités qu'offre une grande ville, vous l'avez dit, la 4e ville des États-Unis, par son caractère cosmopolite, culturel, très largement. Merci beaucoup, monsieur le consul. On aura l'occasion de reparler de l'attractivité du Texas dans les plateaux suivants et je ne manquerai pas de faire appel à vous. Tout de suite, on va faire une petite pause et puis après, on va se retrouver pour évoquer la qualité de vie sur place. Nous sommes donc de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Houston. Et à mes côtés, Alexandre Collat, Alexandra Genet. Vous avez tous deux vécu au Texas à Houston. Et tout de suite, on va parler donc de la qualité de vie sur place. On va évoquer les plus, on va évoquer les moins. Alors, parole aux dames, Alexandra, racontez-nous un petit peu votre premier sentiment quand vous êtes arrivée là-bas. Quel a été votre ressenti? Alors, quand je suis sortie de l'aéroport, ça a été la température. C'est-à-dire qu'on est arrivé au mois d'août et on a eu une chaleur écrasante qui nous est tombée dessus et on s'est dit ça va être comme ça
pendant un bon bout de temps. Et c'est vrai que c'est une chaleur qu'on connaissait pas. C'est un peu celle qu'on est en train de... Un petit peu avec un soleil j'appelais ça un soleil qui mord un peu, qui cuit vraiment la peau. Donc c'est vrai que tout de suite, on est allé se réfugier à l'ombre, sous la clim. Voilà. Et quand on a pris la route, moi, c'est les espaces, la largeur des autoroutes, la longueur des routes et voilà, et l'espace à perte de vue. En fait. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas vécu qu'à Houston, vous avez des points de comparaison, parce qu'on pourrait penser, quand vous dites tout ça, que c'est un peu partout pareil aux États-Unis, et ça n'est pas vrai, en l'occurrence. Voilà, en l'occurrence, non, puisque on a vécu ensuite à Portland, dans l'Oregon. Donc c'est vrai que rien à voir, c'est-à-dire que le Texas... le paysage, c'est assez uniforme quand même, parce que c'est un paysage aride. Donc c'est vrai que où on construit beaucoup de maisons. Donc c'est vrai que les Texans ont réussi, je pense, à faire d'une terre hostile au départ, en faire une terre d'accueil avec des pelouses très vertes. Donc voilà, moi c'est aussi une impression quand je suis arrivée, c'est cette uniformité au niveau des maisons. Et, ouais. Voilà. Et vous, Alexandre? La première chose qui m'a frappé, oui, c'est l'espace. Oui. On peut se déplacer très facilement. En fait, moi, j'arrivais d'Abu Dhabi, donc la chaleur ne m'a pas vraiment dérangé. Quand vous dites on peut se déplacer très facilement, c'est avec un véhicule quand même, hein? Tout est fait pour se déplacer en voiture. Ouais. Rien n'est fait pour se déplacer à pied. Tout à fait. On va rapidement évoquer cette ambiance mexicaine. Bon, c'est vrai qu'on est à quelques kilomètres. Enfin, on est quand même à quelque chose comme 500 kilomètres, je crois, de la frontière du Mexique. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais malgré tout, l'ambiance est très mexicaine. C'est ça? On subit. Il y a une grosse influence mexicaine. On ne la subit pas du tout. Mais... C'est plutôt gai, non? Ça anime, ça anime le... Ça anime, on retrouve une certaine familiarité. Moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi au contact des Sud-Américains et des Mexicains. Ouais. C'est-à-dire des choses qu'on avait en France. Et puis une certaine simplicité, un goût de la fête et puis de... On se lie plus facilement en fait avec les Mexicains qu'avec les Américains. D'accord. Les Américains sont très accueillants. On est toujours welcome, mais c'est vrai qu'après, il est difficile de poursuivre une relation amicale avec eux. Ouais. Bon, là, c'est effectivement tous les aspects culturels et qu'on peut vivre lors de rencontres avec des Américains. Donc, c'est une ville dynamique, très dynamique. Quel est son rythme? On se lève tôt, on se couche tard, comment ça se passe? Dans ma compagnie, ils avaient l'habitude en fait d'arriver entre 6h et 7h le matin. Oui, ce qui est assez tôt. Oui. Ils mangent en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, voire sur place. Et après, ils repartent assez tôt dans l'après-midi, vers 16h. D'accord. Et ils ont souvent des activités sportives. Parfait. C'est un peu le rythme scolaire, en fait. Oui. D'accord. Donc, on va aborder le coût de la vie, parce que le Texas n'est pas particulièrement cher à plusieurs niveaux. Et on va voir pourquoi. On va écouter Martina Néran qui nous en parle. Aux États-Unis, donc je vais vous parler du coût de la vie en général et puis avec quelques exemples. Donc en général, la vie ici à Houston est de façon, on pourrait dire, à coût modéré par rapport à la France. Pour ce qui est du logement, voiture et restauration. Manger à l'extérieur est en fait très peu onéreux. Les sorties de façon comparable. Une différence, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. C'est une chose particulière ici au Texas. Toutefois, une taxe sur la propriété très élevée pour en fait un peu compenser. Donc pour une personne qui louera ici à Houston, ce sera plus avantageux que la personne qui achète, du point de vue qu'elle n'aura pas à payer de taxes sur la propriété. De manière donc générale, un coût plus modéré ici à Houston par rapport à la France. Donc on le voit, la vie est moins chère à Houston que dans d'autres États. Monsieur le consul, si vous nous entendez, est-ce que vous êtes de l'avis de Martina Néran? Peut-être avez-vous été basé ailleurs avant d'arriver, très certainement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que vient d'évoquer Martina Néran? Peut-être revenir d'abord sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les conditions de vie au Texas, et pour dire que globalement on vit bien à Houston.
Effectivement, il y fait chaud, mais on a souvent vu d'Europe le sentiment que le Texas est un grand désert avec des cow-boys qui écoutent de la musique country et qui vont au rodéo. Eh bien, en fait, de désert, ici, on a un climat tropical. Il fait une ville très verte, très boisée. On peut rencontrer des cow-boys, mais aussi beaucoup plus des hommes d'affaires, des universitaires de haut niveau, des chercheurs. Les amateurs de musique peuvent écouter de la musique country, mais aussi de l'opéra, un orchestre symphonique, il y a des troupes de ballet, il y a une vie culturelle intense. C'est la seconde ville la plus culturelle des États-Unis, ainsi qu'en témoigne le nombre de places de spectacle. C'est aussi une ville sûre, avec un taux de délinquance faible. Donc c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. Est-ce une ville chère? Globalement, d'après les indicateurs, je dirais, un petit peu standardisés, c'est une ville qui n'est pas une ville très chère, mais on peut avoir des surprises. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme la moins chère des 10 principales grandes villes aux États-Unis. Ceci dit, sur certains postes, et je pense que vous y reviendrez, tels que l'éducation ou la santé, il faut se préparer à rencontrer une réalité très différente de celle que l'on connaît en France. Oui, merci, Monsieur Bontemps, effectivement. Mais je pense que c'est pas une particularité du Texas, vous serez d'accord avec moi. C'est malheureusement une particularité aux États-Unis, le fait que santé et scolarité soient bien sûr toujours très chers. Surtout comparé à la France. Évidemment, évidemment. On va tout de suite donc parler un petit peu de l'immobilier avec Damien Régnard, dont on a une vidéo. Il va nous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut en dire, et parce que semble-t-il, l'immobilier au Texas n'est pas très cher. Et Alexandra, je vous remercie d'être venue sur ce plateau. L'immobilier au Texas n'a pas été victime directement de la crise. En fait, ce qui se passe, c'est que l'immobilier est peu spéculatif. La variation des prix est très modérée, ce qui fait qu'il y a eu un impact très très limité au moment de l'explosion et des forced closures qui ont eu lieu à partir de 2008. Le prix, en raison de son espace d'abord, le coût du terrain est quand même très très peu cher dans cet état, et en plus l'absence de marché spéculatif permet d'avoir une situation aujourd'hui où une maison de 300-350 mètres carrés dans certaines grandes villes du Texas comme Dallas par exemple peuvent être autour de 250 à 300 000 $. Donc on le voit, l'immobilier visiblement, en tout cas à l'achat, n'est pas cher au Texas. Maintenant, Nathalie de Lagosie, vous venez de nous rejoindre. Bonsoir. Vous êtes experte en relocation. Vous faites partie de la société Executive Relocations. Et Alexandre Collat, vous êtes toujours à nos côtés. Donc, je vais tout de suite demander à Alexandre, vous viviez à Houston, dans quel quartier? Ashford. Ashford. Comment on peut qualifier ce quartier? C'est un quartier pour Très Français? Oui, il me semble, oui. Oui. On m'a dit que Nathalie c'était de le quartier Lagosie, c'est là où ils vont les Français? Bah, pas complètement, non. En fait, ils vont beaucoup en fonction des écoles. Ils s'installent en fonction des écoles. Alors, ils essaient, comme vous disiez plus tôt, on fait tout en voiture. Donc, ils ont tous des voitures. Mais ils s'installent plutôt dans les quartiers de Katy, je crois, qui est pas loin de la fameuse école internationale qui a une section franco-french-américaine, quoi. Franco-américaine. Voilà, en français dans le texte. Français, oui. Et puis il y a deux autres quartiers aussi. Il y a le quartier de Spring Branch, qui est à 10 minutes aussi de l'école, et puis le quartier de Mémorial, qui est un peu plus loin. Mais tout ça sont des quartiers assez résidentiels où on peut trouver des maisons, et les familles avec enfants préfèrent s'installer évidemment dans des maisons. Oui, c'est toujours deux sujets qui sont intimement. Forcément. Est-ce qu'on a quelques exemples de prix? Par exemple, Alexandre, vous viviez vous avez cité un quartier, Ashford. Ashford. Qui est juste à côté en fait, du quartier de Mémorial. D'accord. Vous pouvez nous dire un peu dans quoi vous habitiez et combien ça coûtait par mois à peu près? C'était une toute petite maison de 220 mètres carrés et je louais 1450 $. D'accord. Donc c'est peu cher. Mais il y a combien de temps? Je suis parti il y a 6 mois. Ah oui, donc c'est pas vieux. Oui, mais il est possible qu'effectivement les Oui, loyers deviennent tout de suite plus chers dès qu'on se rapproche de l'école. Quand on est vers Katy, les maisons, c'est plutôt du style de... Ça peut aller jusqu'à au moins 3 800 €. Mais quand il y a 3 chambres, enfin remarquez, dans 220 mètres carrés, vous deviez avoir quelques chambres. Il y avait 4 chambres et puis une game room.
Mais c'est les quartiers, à mon avis, qui impactent Oui. de beaucoup le prix de la location. Je crois qu'aux États-Unis, c'est vraiment la location qui va déterminer le prix plus encore que le bien en lui-même. Enfin, en tout cas, à la vente et à l'achat, c'est comme ça que ça marche. Donc j'imagine que c'est pareil pour la location. Certainement, oui. Ouais. Et puis les expatriés, ils louent de toute façon, ils Alors n'achètent justement, pas. ils louent. Alors comment on procède pour louer aux États-Unis? Bon, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut avoir des papiers d'identité, évidemment, un passeport, et puis souvent, les expatriés, on leur demande leur contrat de travail, D'accord. qui est un certificat comme quoi ils ont bien un salaire, qui sont bien employés, qui sont dans Ça va les être un règles. peu la caution, en fait, parce que l'employeur va devenir la caution, Voilà. c'est ça? Puis souvent, ce sont des beaux sociétés aussi, c'est-à-dire que ce sont les sociétés qui prennent en charge les locations. D'accord. Donc ça rassure beaucoup les propriétaires, mais ça, c'est partout dans le monde. Donc voilà, puis... Globalement, quand vous envoyez, enfin vous les envoyez pas, mais quand vous vous occupez d'eux, tous ces expats qui partent là-bas à Houston, c'est plutôt, ça marche, ils sont contents, Ah oui, oui, les oui. missions réussissent. Ah oui, oui, toujours, oui. Ouais. Je pense que l'expérience américaine, en général, plaît beaucoup. Est-ce que ça a été votre cas, Alexandre? Oui, tout à fait. Et pour revenir sur la location, il y a un système aux États-Unis qui est Différent, ouais. vraiment différent. En fait, il y a un seul listing qui liste toutes les agences, avec toutes les maisons. Donc, on n'est pas obligé en fait d'appeler toutes les agences pour visiter telle maison. Donc C'est le beaucoup process plus va simple. assez vite. Bah, beaucoup Voilà, plus vite, oui. oui. Alors qu'en France, il faut appeler 40 agences pour avoir 3 appartements, alors que là-bas, vous avez un listing qui vous est tout de suite donné et les recherches Le sont plus pragmatisme faciles. américain. Ouais. Ouais, ça facilite beaucoup. Oui. Très bien, parfait. Et merci beaucoup, Nathalie de Lagosy. Puisqu'on vient de parler d'installation, on va parler de déménagement. Et on fait une petite pause juste avant. Nous continuons donc notre visite de Houston. J'accueille à mes côtés Dorina Dama. Vous êtes Corporate Sales Office Manager chez AGS France. Et Alexandre Collat, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc vous avez vécu à Houston et vous êtes avec nous pour témoigner de votre expérience. Donc Dorina, qu'est-ce qu'on peut dire du déménagement en fait? Importer ses effets à Houston, comme partout ailleurs aux États-Unis d'ailleurs, qu'est-ce que ça implique? Quelles difficultés on peut rencontrer? Et quels conseils vous avez à nous donner là-dessus? En fait, la particularité pour Houston ou les États-Unis, c'est que depuis que les mesures de sécurité ont accru aux États-Unis, faire importer un déménagement sur les États-Unis est devenu très sécurisé. Il faut demander toujours un accord aux autorités locales pour faire importer un conteneur. Dans ce cas-là, en fait, il y a des procédures qui ont été mises en place avant le départ des déménagements. Donc, il y a le numéro ISF. Donc, c'est un formulaire qui donne tous les détails aux autorités, au bureau de sécurité aux États-Unis. Ça, c'est le déménageur qui le remplit? Exactement. Donc, on le remplit en accompagné avec l'expatrié parce qu'il y a beaucoup d'informations personnelles et confidentielles, en fait, qui sont de son document.
Et aussi la MS Filing, en fait, c'est un manifeste de sécurité qu'on fait. Il faut que tout soit fait, en fait. Et quel conseil vous pourriez donner donc à quelqu'un qui va déménager, par exemple à Houston? Qu'est-ce que vous allez lui dire pour que tout se passe le mieux possible? Surtout, en fait, pour que pour la sécurité, pour que les informations personnelles et confidentielles n'apparaissent pas, ne soient pas apparentes partout sur des sites, il faudra surtout vérifier que vous faites une demande auprès du bureau de sécurité de Houston, en fait, de ne pas faire apparaître les informations confidentielles. Parce que, mais ça, c'est pas le déménageur qui s'occupe de nous, qui procède à cette... On le fait. Donc, on le conseille, on le fait. Oui. C'est important. Maintenant, chaque expatrié peut décider si... Vous avez vécu ça, je crois. Oui. Mais vous veniez directement d'Abu Dhabi, c'est ça? Vous n'êtes pas passé par Paris? Non, en fait, j'ai vécu 2 déménagements en même temps, puisque mon épouse était restée en France. Ah d'accord, donc elle a vécu le déménagement en France, et moi j'ai vécu le déménagement depuis Abu Dhabi. D'accord, ok. D'accord. Attention, c'est une procédure depuis janvier 2010. Ah, c'est tout récent donc. C'est tout récent, cette procédure. D'accord, ok. Donc, et à part ça, je déconseille en fait d'importer des véhicules aux normes françaises, d'importer sachant que les véhicules sont moins chers aux États-Unis qu'en France. Oui, et surtout les rendre aux normes. Et si c'est pas rendu aux normes dans les délais de 120 jours, aux normes de sécurité dans les délais de 120 jours, il y a une amende. La nourriture, tout ce qui est aliments, nourriture, tout ce qui est alcool et vin, c'est interdit. Donc, sur plusieurs États des États-Unis, vous pouvez avoir une tolérance en payant des taxes. Sur Houston, en fait, c'est interdit. Ah, d'accord. Donc, Donc, pas de nourriture, pas de vin. Très bien. Pour le rapatriement, alors quand on rentre, comment ça se passe? Alors c'est très simple, et c'est exonéré des droits et taxes en fait en France si l'expatrié est resté à l'étranger plus d'1 an. D'accord. Et qu'il a une résidence principale en fait en France. En revanche, si pour des raisons différentes, il faut faire une demande aux autorités douanières, en fait, pour des raisons de santé ou des raisons de guerre, en fait, il faut faire une demande aux autorités douanières de bien vouloir accepter en fait la tolérance des droits et taxes. Sinon, c'est soumis à 30%. Oui, très bien. De la valeur. Vous avez votre déménagement pris en charge par votre entreprise? Oui. D'accord. C'est peut-être parce que vous veniez d'Abu Dhabi, hein? Voilà. Oui, je pense. Parce que effectivement, d'après une étude que nous réalisons donc chaque année lors de la convention Modissimo qui se déroule au Palais Brognard, on fait une étude qui s'appelle Expatriés, votre vie nous intéresse. Et donc on interroge 1500 expatriés dans le monde et il se trouve qu'ils ne sont que 23% à bénéficier d'une prise en charge par leur entreprise et seul le tiers d'entre eux bénéficient d'une prise en charge à concurrence de 70%. Ce sont des chiffres d'ailleurs qui tendent à baisser à nouveau. Donc vous aviez de la chance, mais c'est vrai que vous faisiez quand même une sacrée boucle. Hein. Oui. D'accord. Vous n'avez pas eu de problème à part ça? Vous avez tout retrouvé. Pour revenir pour le déménagement de Houston, le retour en France, il y a aussi un coût supplémentaire, c'est sur le loyer. En fait, quand on casse un bail, on doit payer jusqu'à la fin du bail. Ouais. Remarquez, c'est comme en France, c'est pareil. Hein. Quand on casse un bail, on doit l'honorer. S'il n'est pas interrompu dans les temps, c'est pareil. Oui, mais pour une expatriation, en France, c'est une raison valable. À Houston, non. Ah, d'accord. Donc, on doit payer jusqu'à la fin du bail. Voilà. À souligner, d'accord. Donc, si vous restez 8 mois à $1 500, c'est non négligeable. Ça devient une somme conséquente, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Madame Dama. Avant que vous partiez, on va demander à Monsieur Bontemps. Je crois qu'il voulait nous dire quelque chose. Monsieur Bontemps, on vous écoute. Bon, juste, vous parliez du déménagement. Je voulais signaler que, en fait, on trouve vraiment tout ce que l'on veut à Houston. Et vous savez, les Américains ont l'habitude d'acheter et de vendre facilement leurs véhicules, leurs meubles, leurs électroménagers. Donc, si je devais donner un conseil, c'est de ne pas trop s'encombrer, d'autant d'ailleurs que l'électroménager n'est pas aux mêmes normes, le courant ici du 110 volts. Donc, on peut facilement trouver, on revend en partant, ce n'est pas une difficulté. Un tout petit point peut-être sur le logement dont on parlait tout à l'heure, ne pas oublier que Houston, c'est une très grande ville. Ça fait à peu près 120 km d'est en ouest. Donc, effectivement, on peut trouver à se loger facilement. Mais la notion de proximité est très différente
de celles qu'on connaît en Europe. Et ici, pour amener les enfants à l'école le matin ou pour aller au bureau, on fait facilement 30 ou 40 km. C'est une chose à avoir en tête. Merci, monsieur le consul. Donc, comme je le disais, Dorina, vous nous quittez. Merci d'être venue sur ce plateau. Et puis, on va continuer sur les sujets qui fâchent un peu, puisque maintenant, on va parler des frais de santé aux USA. Et pour ce faire, nous allons écouter Corinne Rochette, qui nous en parle. Bonjour Paris, Corinne Rochette, qui habite à Houston, au Texas. Je voulais vous parler un peu du système de soins aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs systèmes, c'est très différent de la France. Il y a un système qui est assez proche, c'est le HMO, où on a une avance de frais qui est relativement minime, mais on est obligé de rester dans un réseau spécial. Il faut voir le généraliste avant de voir un spécialiste, etc. Et maintenant, on a été contraint par la compagnie de mon mari à passer dans un système PPO, où en fait on a le droit, l'accès à tous les médecins qu'on veut, mais on est obligé de faire l'avance des frais. Et on a une franchise qui se monte à $500 par an et par personne de la famille, et maximum $2000 par famille et par an. Au-delà de cette franchise, en fait, les frais ne sont pas pris en charge à 100% quand même. On a encore 20% du montant qui est de notre poche. Et c'est seulement quand on atteint la somme de 2000 ou 5000 $ par personne et par an que là, les frais sont pris en charge à 100%. Ce qui veut dire que, par exemple, il y a 18 mois, je me suis déchiré un ligament croisé et si on n'avait pas eu en plus une assurance et une mutuelle en France, on en était pour à peu près 2500 $ de notre poche pour une opération qui aurait été prise en charge en France de manière... Enfin, pas à 100%, mais presque. Bon, on le savait déjà, hein, les frais de santé, c'est quand même le sujet qui fâche aux USA. Alors, pour en parler, Vincent de Meyer, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes directeur général adjoint d'April International Expat. C'est ça, bonsoir. Et bonsoir. Et Alexandre Collat est toujours à nos côtés. Nous avons également Monsieur Bontemps, consul général de France à Houston, qui lui est avec nous, mais via Messenger. Donc, Monsieur Bontemps, je vous laisse réagir si vous avez quelque chose à dire sur le sujet de la santé. Voilà. Excusez-moi. Donc, on va faire un point déjà sur les solutions qui existent. J'imagine que vous avez pas mal de choses à nous dire sur le sujet. Oui, alors, dans le cas d'April International Expat, ça fait maintenant 36 ans qu'on fait des assurances pour les expatriés. Ça veut dire que depuis ce temps-là, et notamment avec des clients qui sont nombreux à aller aux États-Unis, on a développé des offres qui correspondent un peu à tous les profils, les étudiants, les premiers jobs, les backpackers, les aventuriers, les entreprises. Nos contrats couvrent à la fois les projets de courte durée avec des offres packagées, les projets de longue durée qui sont à la carte pour les clients. On couvre au premier euro, c'est-à-dire dès ma première dépense, je suis remboursé, ou en complément d'une couverture française du type Caisse des Français à l'étranger. Et puis, on va surtout être très attentif, nous, à tous les services qui vont faciliter la vie des expatriés. Donc, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est assez frappant. Et c'est dès qu'on parle de gens qui ont vécu aux États-Unis, c'est toujours la même histoire. Les gens sont souvent surpris de découvrir qu'aux États-Unis, le coût des soins est très élevé et que les solutions sur place sont elles-mêmes très chères et qu'elles incluent très souvent un copaiement du patient, Oui. c'est-à-dire je paye 10 000 €, il va me rester 2 000 € de ma poche, et ou une franchise, c'est-à-dire j'ai 100 € de facture de médecin, mais dans tous les cas, j'ai 20 € à payer de ma poche. Donc dans notre cas, dans tous les cas, nous proposons une hospitalisation dès le premier euro, parce qu'on pense que quand il y a une hospitalisation, c'est souvent pas forcément prévisible et ça peut coûter très très Je cher. pense que c'est important de le dire, parce qu'en fait, finalement, le plus important pour tous ceux qui nous écoutent et qui risquent de partir aux États-Unis, c'est de se garantir des frais d'hospitalisation, Exactement. qui peuvent être absolument démentiels. Donnez-nous quelques exemples. Plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est-à-dire, je vais prendre quelques exemples très simples. On a
un couple de clients qui ont eu la chance d'avoir des jumeaux aux États-Unis. C'était une maternité, c'était des jumeaux, donc ça c'est un peu compliqué. Voilà. Comme très souvent dans ces cas-là, les enfants sont arrivés un peu tôt, donc prématuré égale des soins complémentaires. L'ensemble du début de suivi de grossesse jusqu'à tout le monde est rentré à la maison et tout le monde va bien, c'est 156 000 $. Voilà. Mais heureusement, ils étaient chez vous. Ils étaient chez nous et ils n'ont absolument aucun frais déboursé, et c'était important. Non, mais c'est vrai qu'il y a des drames comme ça aux États-Unis épouvantables. Des gens qui vont jusqu'à perdre leur maison pour une jambe cassée. Exactement. Donc vraiment, l'hospitalisation, il ne faut surtout pas s'amuser avec ça. Exactement. Alors, au-delà de ça, ce qu'on fait nous aussi pour faciliter la vie de nos clients, c'est que nous avons développé des services propres aux États-Unis, c'est-à-dire que nos clients peuvent appeler un médecin qui viendra les visiter à domicile. Ça leur évite d'aller se déplacer aux urgences, faire des attentes et se voir facturer parfois des choses incommensurables. Nous avons également du tiers payant dans tout un réseau de soins qui s'appelle Aetna. Et donc on peut consulter en ligne. Hein, exactement, on consulte en ligne, c'est-à-dire qu'on dit je suis dans tel endroit, je consulte pour telle pathologie ou pour tel problème, et on a une liste d'hôpitaux qui sont proposés. Et vous m'avez dit également que vous aviez carrément des médecins qui venaient à domicile. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est formidable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas eu de problème avec vos enfants là-bas sur place, de santé? Je n'ai pas bénéficié de toutes ces facilités, mais effectivement, d'abord, on est couvert par une assurance, et cette assurance ne couvre qu'un panel de médecins. Donc on est obligé de consulter le site web pour savoir quel médecin je peux consulter. Et effectivement, après, on a une franchise à payer. Voilà, mais il ne serait jamais venu à domicile. Et quoi qu'il en soit, même si on vous propose des médecins, si vous n'avez pas déjà votre fichier, il ne vous recevra pas. Non. Parce que je crois que le problème aussi, il est là. Exactement là. D'accord. Donc vous, avec votre service de visite à domicile, quelque part, on échappe à ce genre de... Voilà. On a également un service de tiers payant dans les pharmacies avec Caremark. Donc, j'allais dire, on duplique le système d'inspiration française qui, encore une fois, est là pour faciliter la vie des clients parce que, vu d'ici, tout paraît simple. Arriver sur place, c'est souvent parfois au début que se passe un souci. Et de ce fait, les clients n'ont pas à se poser de questions. Ils vont en pharmacie, présentent leur carte, il y a un tiers payant. Ils vont appeler le médecin avant, éventuellement, c'est nécessaire. Donc, tout est pensé pour faciliter ces éléments-là. Ça fait de nombreuses années que vous êtes déjà sur ce territoire pour avoir anticipé un peu tous ces... Ça fait... Alors, l'entreprise existe depuis 36 ans sur ce métier. Je pense que ça fait 35 ans qu'on a des clients qui sont partis aux États-Unis parce que c'était depuis toujours, j'allais dire, un endroit attirant pour les Français et dans lequel beaucoup de Français réussissent très bien. Eh bien, écoutez, vous me faites une transition idéale puisqu'on va parler de la situation économique du Texas et notamment de... On va répondre aux questions que peuvent se poser toutes ces entreprises qui ont envie de profiter de cette énergie qui règne à Houston. Merci, Monsieur de Meyer. Merci, Alexandre Collat. Donc, on envoie tout de suite une vidéo sur la situation économique actuelle au Texas. Bonjour Paris et bienvenue au Texas, dans le cœur du quartier d'affaires de Houston, où nous nous remettons de la période des fêtes avec beaucoup de raisons de continuer à célébrer l'année 2012. Cet optimisme est notamment dû à un contexte économique très porteur qui tranche avec le constat généralement plus morose qu'affiche bon nombre d'États américains. Même si les effets de la crise se sont fait ressentir ici comme ailleurs, l'économie du Texas a été relativement épargnée et selon une étude publiée par USA Today, elle est même en passe de remplacer New York au second rang des États américains derrière la Californie. Entré tard dans la crise et montrant déjà depuis 2010 des signes nets de reprise, le Texas prévoit d'afficher en 2011 une croissance du marché de l'emploi de 3 à 4%. Cette croissance est soutenue par une industrie dynamique avec des pôles d'excellence variés, parmi lesquels bien sûr l'industrie du pétrole, mais aussi les industries de haute technologie comme l'aérospatiale et les biotechnologies. Un constat donc très encourageant dans la conjoncture actuelle. Donc voilà, pour cette partie économique que nous allons dérouler ensemble pendant maintenant à peu près 30 minutes, j'ai à mes côtés Olivier Collin. Olivier Collin, vous êtes gérant d'Aliénor Consultant et parallèlement, vous êtes représentant de la Chambre franco-américaine de Houston pour la France. Ce qui est assez rare. Il est rare de voir le représentant d'une chambre de commerce étrangère basée en France, mais on aura le temps d'en parler après. Serge Massat, oui. Expert comptable aux États-Unis depuis 30 ans. Voilà. Et via Messenger, nous avons Jean-François Bonneté, qui est chairman de la Chambre franco-américaine de commerce de Houston. Bonjour Jean-François Bonneté. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, tout à fait. Donc, on va tout de suite écouter la vidéo de Monsieur Caruso,
qui nous explique également pourquoi le Texas est en bonne santé, en fait. Économique, je parle bien sûr. Les raisons de la bonne santé de l'économie texane ont été largement débattues lors des primaires républicaines depuis que le gouverneur Rick Perry a décidé de s'engager dans la course. Les facteurs politiques, comme la faible taxation et un environnement réglementaire très souple, ont bien entendu été mis en avant. Mais cela ne suffit pas à faire oublier que le Texas bénéficie d'atouts naturels nombreux qui favorisent aussi le dynamisme de son économie. Une position géographique centrale, de nombreux consommateurs, une immigration en provenance du Mexique et d'Amérique centrale qui produit une main-d'œuvre abondante et bon marché et bien entendu l'existence d'importantes ressources naturelles. En effet, en dépit d'une diversification récente, l'économie du Texas reste largement soumise aux aléas du cours du pétrole. Avec un cours du baril élevé dans les dernières années, surtout depuis le début de la crise, cela a certainement joué en sa faveur et largement contribué à la bonne fortune de l'État. Pour vous donner une idée, d'après une étude réalisée par la Réserve fédérale de Dallas, une augmentation de 10% du cours du pétrole se traduit à elle seule pour le Texas par une croissance du marché de l'emploi de 0,3% et une hausse du produit brut de 0,5%. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors je suis sûre, Olivier Collin, que vous aurez envie de réagir à cette vidéo et que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire Monsieur Caruso. Moi, je fréquente Houston depuis 11 ans maintenant. Je ne sais pas si j'ai connu ce territoire avec une vraie crise, où à chaque fois qu'il y en a une, il rebondit extrêmement vite. Je crois que l'avantage majeur de Houston, c'est d'abord une philosophie. On parlera de choses très concrètes pour les entreprises, mais il y a cette volonté d'entreprendre. C'est une ville pour les entrepreneurs. Alors effectivement, il y a une main-d'œuvre de qualité, il y a une main-d'œuvre qui n'est pas excessive. Il y a des universités comme Rice ou Houston University qui font beaucoup de transferts de technologie, et pour les entrepreneurs, c'est important. Au niveau des infrastructures... Vous m'aviez dit, quand on en avait parlé, qu'il y avait une puissance d'intelligence au mètre carré qui était quand même assez je pense remarquable. Je pense que les Français ont souvent une très mauvaise image du Texas. Et sur Houston, on parlera tout à l'heure des opportunités sur la ville, mais entre toute cette intelligence autour du médical, autour de la NASA, autour de l'énergie, autour de la finance ou autour des universités, fait que forcément c'est extrêmement bénéfique pour cette ville, et elle a beaucoup d'atouts entre ses mains. Ça, c'est clair. D'accord. Notamment, alors on l'a vu tout à l'heure, on a évoqué l'immobilier, donc en coût d'infrastructure, etc., c'est pas cher. Main-d'œuvre excessivement qualifiée, pas cher en termes de charges sociales. Ouais. Par contre, est-ce que les salaires, eux, sont élevés au Texas ? Tout est possible. Je crois que tout est possible. La fourchette des salaires dépend un petit peu de la qualité des gens et des moyens que l'entreprise peut mettre. Mais du coût de la vie aussi, parce que quand on voit le salaire à New York, par exemple, bon, c'est... l'éventail des salaires à New York est comme ça. Peut-être qu'au Texas, il est comme ça, un petit peu plus réduit. Ouais. Ce qui est intéressant au niveau des salaires et des charges sociales rattachées, lorsqu'une personne touche 100 en salaire net en France, ça revient à peu près à 180 à l'entreprise, charges sociales patronales et salariales confondues. Lorsqu'une personne touche 100 aux États-Unis, parlons pas de l'impôt sur le revenu qui parfois est prélevé à la source, c'est pas le cas au Texas. Le coût pour l'entreprise est entre 115 et 120. Donc vous comparez 115, 120 à 180, ça vous donne déjà un avantage. Ça fait un atout supplémentaire. Monsieur Bonneté, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la suite de cette vidéo qu'on vient de voir ? Assez vite, parce qu'après on doit continuer sur les sujets suivants. D'accord. Tout d'abord, si vous me permettez, j'aimerais juste intervenir sur 2-3 éléments sur votre introduction, parce qu'on a parlé de qualité de vie et de dynamisme. C'est très important de renoter ces points, et on y est passé assez brièvement, mais il y a un ensemble de paramètres qui, surtout pour la communauté francophone et française, sont très importants. On a parlé de l'éducation, qui est toujours pour les expatriés et pour nos grands groupes qui amènent des cadres de Houston, de l'étranger vers Houston. La question de l'éducation est toujours primordiale pour leurs enfants, bien évidemment. On a parlé de l'école Doty, qui est une école internationale avec une section française très forte. Également, quand on parle de qualité de vie, on a parlé du coût de la vie. Il faut le rappeler, au niveau des taxes, la ville de Houston est une ville qui n'est, l'État du Texas, qui n'est pas taxé au niveau personnel, et non, la ville non plus. Donc il y a un échafaudement de niveau des taxes qui est très positif, mais également il faut rappeler le centre médical, qui est aujourd'hui le centre médical le plus important au monde, et celui de Houston, et également une desserte logistique avec 2 grands aéroports qui est tout à fait important. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui fait quand même de Houston une des villes, et moi qui fais l'aller-retour entre New York et Houston,
qui propose quand même une excellente qualité de vie. Merci, Monsieur Bonneté. Vous rajoutez encore des arguments à ce que vient de dire Monsieur Collin et Monsieur Massat. Bon, bref, c'est une ville d'opportunités. Alors, assez rapidement, des secteurs porteurs. Si par exemple une entreprise nous écoute, dans quel secteur peut-elle s'épanouir à Houston ? Alors avec Jean-François, on a mis en place une stratégie pour faciliter l'arrivée des entreprises françaises sur Houston. On a répertorié, on a 4 grands centres dominants. Jean-François parlait de la santé. Texas Medical Center, c'est 78 000 collaborateurs, 6 millions de patients. Ils sont à peu près au top dans toutes les spécialités. Donc le secteur de la santé. Le secteur de la santé est un vrai secteur. Et aujourd'hui, nous, on a 2 entreprises françaises qui sont en phase d'études pour s'implanter sur ce secteur-là. Le secteur de l'énergie, évidemment, est un secteur important. Oui. C'est la capitale mondiale de l'énergie. Ça ne peut pas en être autrement, mais ça, c'est une évidence. Le secteur de la finance est aussi un secteur important puisque c'est une place financière forte. Vous avez naturellement le secteur de l'aérospatial et puis tout ce qui touche à la recherche avec beaucoup de transferts de technologie. Ça, pour moi, quand vous citez tous ces secteurs, pour moi, ça va essentiellement s'adresser à des grands groupes. Et non, justement. Il y a forcément des petites niches. La sous-traitance qui va suivre derrière. Il y a forcément des petites niches. Nous avons des missions à peu près tous les 2 mois sur Houston. Il y a des niches pour des petites PME, PMI de 10, 20 personnes. Actuellement, même dans l'agroalimentaire, avec la Chambre franco-américaine, on mène une expérience assez originale pour un fabricant de beurre du Poitou-Charentes qui va ouvrir son enseigne sur Houston. Donc vous voyez, tout est possible. Bon, très bien. Eh bien, on va voir d'un point de vue technique comment on fait pour s'implanter à Houston. On se retrouve tout de suite. Exportateur, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Maintenant, vous pouvez voir votre interlocuteur même si des milliers de kilomètres vous séparent. Avec les conversations vidéo HD, aucun sourire, signe ou clin d'œil ne vous échappe. Plus besoin d'émoticônes. Avec Messenger 2011, vous n'avez jamais aussi bien gardé le contact. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous nous retrouvons donc sur le plateau de l'émission consacrée à Houston avec nos 2 invités, Serge Massat et Olivier Collin, pour parler de l'implantation, mais au niveau de ses aspects techniques. Donc, Serge Massat, au niveau aspect juridique, alors quel type de structure on peut monter là-bas ? Écoutez, on va faire simple. Il y a 2 types de structures. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, mais on va faire simple. 2 choses. LLC, Limited Liability Company, ou C Corp. Une C Corp, ça s'apparente à une société anonyme en France. Et une LLC, c'est une espèce de société à transparence fiscale. Si vous voulez. Moi, je conseille à mes clients qui sont des filiales de groupes français de créer une C Corp. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transparence fiscale. Mais si vous voulez un jour transférer, vendre cette structure, c'est beaucoup plus simple de la vendre que si vous avez créé une LLC. Une LLC implique des conséquences, on peut déraper un petit peu sur l'aspect fiscal. Une LLC, il y a la transparence fiscale. La LLC ne paie pas d'impôt en tant que telle. La LLC, c'est l'actionnaire ou les actionnaires qui paient l'impôt en nom propre. Alors vous voyez, vous, sur PME française, vous créez une LLC à Houston. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, vous devez faire, vous, PME française, une déclaration fiscale là-bas à Houston. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a transparence fiscale. La LLC ne paie pas d'impôt. C'est vous qui payez l'impôt, qui vous devez faire une déclaration fiscale. Ça complique un petit peu les choses. Mais dans le cadre d'une création ex nihilo, on va quand même opter pour la LLC. Ah, non, si ça n'est pas, encore une fois, excusez-moi de vous allez-y. Non, je pense que c'est important de différencier. Vous êtes investisseur, vous allez vous installer à Houston, vous ne voulez pas payer double niveau d'imposition.
puisqu'il n'y a pas d'avoir fiscal aux États-Unis. Donc vous ne voulez pas que la structure juridique paie une première fois l'impôt sur les sociétés, comme vous distribuez des dividendes et que vous repayez l'impôt. Donc là, vous optez pour la LLC. Mais vous êtes PME française, vous voulez créer une filiale là-bas, à Houston. À ce moment-là, vous optez pour la société anonyme, la société à responsabilité limitée qu'on connaît en France. Pas de transparence fiscale. Donc, selon les schémas, c'est soit une société de capitaux sans transparence fiscale, soit une société de capitaux avec transparence fiscale pour éviter la double imposition. Si vous installez, vous créez une société de capitaux là-bas à transparence fiscale. Et bien voilà un cours magistral sur la création de structure. J'espère que j'ai perdu personne. Vous le voulez, je peux recommencer. non, je crois que c'est bon. De toute manière, on le répétera dans l'émission sur Las Vegas. Si les conditions sont un petit peu différentes, les créations de structures aux États-Unis sont quand même assez proches, je crois, quel que soit l'État dans lequel on est. Oui, absolument, vous avez raison. Je crois qu'il faut dire, on ne crée pas une structure aux États-Unis. On crée une structure dans un État des États-Unis. Oui. Et après, si vous voulez opérer au départ d'autres États, vous devez créer des espèces de branches. Vous devez qualify to do business, opter pour faire du business à partir de cet autre État. Très bien. Alors, Monsieur Collin, nous quittons. Nous devons maintenant aborder un sujet, donc justement par rapport à ce statut, par rapport à cette société, pour quel visa opter. On vous remercie en tout cas d'être venu. À bientôt, Houston. Merci. Et on fait une petite pause. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Nous sommes donc en direct des studios de TV5 Monde et nous sommes dans l'émission consacrée à Houston. J'ai à mes côtés Serge Massat, qui est expert comptable installé depuis 30 ans aux États-Unis, et Delphine Martin. Vous travaillez dans le cabinet Karl Waid et vous êtes consultante senior en immigration. Et via Messenger, nous avons avec nous Jean-François Bonneté, qui est chairman de la Chambre de commerce à Houston, la Chambre de commerce française à Houston. Monsieur Bonneté, je crois que tout à l'heure, vous vouliez intervenir au moment où on parlait de l'implantation donc, et des conditions techniques pour s'implanter, alors non pas aux États-Unis, mais au Texas, comme l'a dit justement Serge Massat. Oui, tout à fait. Je voulais juste faire un point parce que Olivier a abordé qui est très important. D'abord pour préciser que l'implantation au niveau technique, on en a parlé, mais il faut aussi se rendre compte que l'implantation, elle est possible pour nos PME, PMI. C'est quelque chose de très important. Nous avons de très grands et beaux groupes français à Houston, Total, Schlumberger, Air Liquide, GDF, Suez, etc. Mais il est important de se rendre compte qu'il y a aujourd'hui une structure qui est capable d'accueillir et d'accompagner nos PME, PMI françaises à Houston et sur le Texas. Ça, c'est un premier point. Juste un deuxième point qui sera très bref, mais peut-être intéressant pour vos téléspectateurs, c'est qu'en fait, la France est déjà un partenaire important de l'État du Texas. Lorsque l'on reprend les chiffres de 2005 à 2010, la France est le 3e investisseur direct étranger au sein de l'État du Texas, ce qui est une question, ce qui est chose d'important, puisque le Texas est aujourd'hui la 11e puissance en PIB mondiale et la 9e puissance exportatrice. Et juste un dernier chiffre quand même qui est important, c'est que lorsqu'on regarde, là, on va l'appeler la CUB, la communauté urbaine de Houston, qui fait, comme vous l'avez dit, à peu près 6 millions d'habitants, c'est aussi un PIB d'à peu près l'année dernière de 396 milliards de dollars, ce qui en fait un PIB supérieur à des pays comme la Belgique, le Nigeria, la Suède ou le Venezuela. Donc, toute proportion gardée, c'est un impact économique très important. La France est un partenaire historique du Texas et de Houston. Et il faut savoir aujourd'hui que ce marché, et j'ajouterai un élément, un secteur qui n'a pas été
mentionnés, qui sont les biens de consommation. Nous avons récemment fait des études pour des biens de consommation, que ce soit dans l'agroalimentaire notamment. Donc les PME-PMI ont tout leur rôle à jouer dans l'exportation et dans l'implantation, et notamment sur Houston. Merci, monsieur Bonneté, de ces précisions. On a donc avec nous Delphine. Delphine, on va en profiter pour justement parler des conditions d'entrée aux USA, notamment pour les investisseurs qui souhaiteraient développer une structure sur place. Alors je reprendrai la façon de présenter les choses de Monsieur Massat, mais pour les visas, on distingue deux grandes catégories de visas, dans lesquelles ensuite il y a des sous-catégories, mais concrètement il y a les visas dits temporaires, les non-immigrant visas, et les visas pour les résidents, enfin pour rester de façon plus permanente, les immigrant visas. Pour ce qui est des investisseurs, en fonction de la catégorie, on va dire que les exigences ne sont pas les mêmes. Concrètement, vous pouvez faire une demande de visa d'investisseur qu'on appelle le visa E2, le E2. Vous déposez une demande auprès du consulat. On va vous demander de faire, quand vous voulez vous installer aux États-Unis et créer une société, faire un investissement substantiel, conséquent. Concrètement, pour mettre des sommes et avoir une idée de ce qui est généralement demandé, on considère qu'un investissement de 100 000 à 150 000 dollars va être requis. Montant qui peut être inférieur en fonction également, puisque si votre société ne nécessite pas un tel investissement, on peut considérer que la somme peut être moindre. Cela dit, au-delà de 75 000 dollars, ça va être difficile d'obtenir le visa investisseur. Les montants sont encore plus importants si là vous faites une demande dans le cadre d'un visa permanent, où là on est sur 500 000 dollars d'investissement et la création derrière d'emplois sur le territoire américain, au moins 10 emplois sur place. Les délais d'obtention peuvent être assez longs. En France, sur les visas de ce type-là, E2 et E1, visa d'investisseurs négociants, on est sur 4 à 6 semaines, une fois que vous avez déposé la demande. On espère, alors il y a eu récemment, le président Obama a signé un acte visant à réduire les délais de traitement des demandes de visa. C'est intervenu le 19 janvier dernier. On n'a pas encore de recul sur comment concrètement cela va se mettre en place, mais l'objectif est de réduire ce temps d'attente à 3 semaines pour plus de 80% des demandes déposées. Vous-même, Serge, parmi vos clients et parmi vos nouveaux arrivants, vous avez quel type de visa le plus fréquemment? Enfin, quels sont plutôt les visas de vos clients? Oui, écoutez, pour compléter un petit peu ce que vient de dire Delphine, je crois qu'il y a 2 ou 3 autres types de visas qu'il ne faut pas négliger. Le premier type de visa qu'il ne faut pas négliger, c'est BM-B2. Vous avez envie de vous installer aux États-Unis, vous avez envie d'aller voir, étudier un petit peu le marché. Vous n'allez pas avec un visa de touriste, vous obtenez un visa BM-B2, c'est très simple. Vous n'avez pas le droit de travailler là-bas, vous n'avez pas le droit d'être salarié, mais vous pouvez déjà faire votre travail, votre homework pour voir si ça peut être intéressant pour faire son étude de marché, exactement, voir un peu. Commencer les négociations commerciales avant, dans l'objectif de s'implanter plus tard. Un autre type de visa qui est assez fréquemment utilisé, c'est le visa L1. C'est le visa de transferee, c'est-à-dire vous avez au sein de votre structure française une personne qui travaille avec vous depuis au moins 1 an. Il faut qu'elle ait travaillé chez vous pendant 1 an, au moins, au cours des 3 années passées, pour être plus précis. Et à ce moment-là, vous obtenez un visa L1. Vous faites un dossier, vous le déposez auprès des services d'immigration aux États-Unis, et on lui donne un visa L1. C'est assez automatique. Le problème, il faut le renouveler, et tous les ans, ça coûte de l'argent. Mais par rapport au visa investisseur, oui, pardon. J'aimerais savoir si vous en avez plus à fournir actuellement. Quelle évolution vous avez dans ce type de visa? Serge Massat également. Vous avez l'impression que c'est en augmentation, le visa investisseur? Qu'est-ce que vous voyez passer le plus souvent là en ce moment? Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les sociétés, les C-Corp et les LLC. Excusez-moi de revenir, mais c'est simplement pour vous dire qu'une C-Corp, c'est une filiale de société de PME française qui s'installe là-bas. Ouais. On lui obtient un visa L, très simple. Vous êtes entrepreneur français, vous avez vendu votre affaire, vous avez l'intention de vous installer aux États-Unis. Et alors, où est-ce que vous allez vous installer? De préférence là où il fait chaud, peut-être à Houston, peut-être à Miami. Et là, c'est un visa E2. Donc, si vous voulez, effectivement, sur Miami, il y a davantage de visa E2. Sur New York, il y a davantage de visa L1. Et sur Houston... Et vous? Et ce sera malheureusement le mot de la fin, parce qu'on va devoir arrêter l'émission. Pour ma part, ce sont plus des visas L1, les visas dans le cadre de transfert intragroupe. Ça nécessite qu'il y ait une filiale qui soit là-bas. Et très simple, les dossiers ne sont quand même pas évidents à monter. Beaucoup d'informations à fournir, aussi bien sur la santé des sociétés que de la personne qui fait la demande de ses qualifications. Alors, on va essayer de conclure. Alors, Houston, très belle destination. Visiblement, pas une ville chère.
une ville où il faut aller, qui n'a pas trop connu la crise. Et on favorisera donc la S-Corp. Si ah non, tant S-Corp, est c'est qu'on encore autre veut- chose. Non, la C-Corp. La C-Corp. Non, Sandrine, enfin, on parlait pas Si de... tant est qu'on veuille ouvrir une filiale sur place, Oui. et à ce moment-là, on partira avec un visa L1, mais en revanche, si on crée Ex Nihilo, on fera une LLC avec un visa E2. Et vous avez tout compris, C'est Sandrine. J'ai bien tout expliqué, ça. je suppose. Parfait. Merci. Très bien. Monsieur Bonneté, merci encore de votre intervention. On est obligé de se quitter. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et tout de suite après, vous allez partir un tout petit peu plus au sud, puisqu'il va s'agir du Paraguay et d'Asunción. Au revoir.